Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre édition de direct. J'ai le plaisir ce soir de parler d'un sujet à la tête des priorités du gouvernement égyptien. Il s'agit du partenariat, la priorité de partenariat entre l'Égypte et entre l'Union européenne. Les relations entre l'Égypte et l'Union européenne qui remontent à 1966, des relations qui se sont traduites par un accord d'association entré en vigueur depuis 2004 et récemment, bien sûr, une priorité de partenariat entre l'Égypte et entre l'Union européenne basée sur la politique étrangère de l'Égypte, sur la lutte contre le terrorisme, sur la politique européenne de voisinage, sur le respect de l'état de droit, basé aussi sur la lutte contre le terrorisme et surtout le développement socio-économique. L'Égypte étant aussi un des partenaires principaux de l'Union européenne. L'importance de l'Égypte pour l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et aussi, pas le terrorisme, mais aussi contre la migration clandestine ou la migration qu'on appelle illicite. Nous avons parlé de tout ça à la lumière également des récentes visites du président du Conseil européen, Donald Tusk, en Égypte, une visite qui a été accompagnée par une autre visite également du conseiller de la chancellerie de l'Autriche, qui était présent à rencontrer le président Abdel Fattah al-Sisi, et avant-hier et hier également, l'arrivée ou la visite du président du Parlement italien en présence du président de l'Assemblée des peuples en Égypte, Dr Ali Abdel, de rencontre avec le président Fattah al-Sisi. Donc, un dossier Égypte-Union européenne qui remonte à 1966, qui a pris plus d'importance et de profondeur depuis plus de 2004, et aussi qui se voit en 2014 depuis l'investiture du président Abdel Fattah al-Sisi par la récente visite du président al-Sisi. Depuis 2014, Rome, Paris, Madrid, Portugal, Grèce, Chypre et d'autres capitales européennes. Parlons de ce dossier très lourd. Nous avons le plaisir de recevoir avec nous Dr Cherif Amir, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Paris. Bonsoir, Dr Cherif. Bonsoir. Commençons donc par cet accord d'association entre l'Égypte et entre l'Union européenne depuis 2004 et pourquoi l'importance accordée surtout à l'Égypte depuis cet accord ou depuis la mise sur les rails de la politique européenne de voisinage. Bien évidemment, au cours des années, l'importance de l'Égypte devient de plus en plus importante pour l'Union européenne. On a vu, bien sûr, les relations qui ont été toujours mises en priorité par la diplomatie égyptienne depuis des décennies. Et la coopération avec l'Union européenne, elle est une pierre angulaire pour l'Union elle-même. Et elle fait un bon profit, c'est-à-dire rentable pour l'économie de l'Union européenne, pour l'exportation, l'investissement et d'autres activités. On a vu par exemple dans les milieux éducatifs, on a vu les universités qui ont été inaugurées ici en Égypte, que ce soit l'université française, allemande ou britannique. Alors, l'Égypte était toujours, même avant 1966, l'Égypte était une terre fertile de ce genre de coopération. Bien sûr, les accords économiques entre les deux pays, c'est-à-dire l'Égypte et l'Union européenne, est un accord où les accords sont toujours basés sur l'importance stratégique de l'Égypte elle-même. Pourquoi? Déjà, l'Égypte a une relation excellente avec les pays du Golfe. Elle a des relations importantes, bien sûr, stratégiques aussi avec l'Afrique. Et on a aussi un accord de paix avec Israël. Oui. Donc ça se voit que c'est un pays, dans ces trois axes, c'est primordial. Oui. Alors, aujourd'hui, Dr Cherif, l'Union européenne s'est intéressée, disons, depuis 2015 ou 2016, sur le développement socio-économique. Et l'Union européenne a toujours été comme un des principaux, pas donateurs, mais un des principaux partenaires qui ont participé à ce développement socio-économique de très près aussi. Le développement socio-économique qui a marqué, en fait,
beaucoup d'observateurs, que ce soit des observateurs européens ou même des observateurs internationaux, vu la série de réformes qui ont été entreprises par le gouvernement égyptien? En fait, la relation, elle est basée sur la volonté européenne d'avoir une ouverture au-delà du continent dans les relations commerciales. C'est-à-dire que les investisseurs européens trouvent aussi d'autres endroits que la Chine où ils peuvent trouver le partenaire qui est le plus proche aussi, parce que c'est la Méditerranée après tout, n'oublions pas ça, et que c'est un pays qui a une volonté à soumettre ou à démanteler toute la bureaucratie qui a été créée pendant des années et qui a entravé cet échange commercial. Oui. Et c'est pour cela que l'Union européenne trouve maintenant le moment où il y a un président en Égypte qui a une volonté à vraiment faire de l'Égypte un centre d'échange commercial assez important comme en Chine, à Shanghai par exemple. Oui. On a la base de main-d'œuvre, on a la base aussi géographique qu'on est proche de l'Europe, et on a aussi les antécédents, c'est-à-dire il y a aussi des relations qui datent depuis des décennies. Donc, la volonté européenne, c'est de trouver une ouverture près du continent. L'Union européenne ayant un but surtout économique plus qu'un but politique. L'Union européenne fondée pour ce but économique. Bon, si on va parler franchement sur les relations, alors là, on a vu bien sûr les hauts et les bas dans les relations, surtout avec la question du printemps arabe et tout ce qui a eu lieu. On a vu que l'Égypte, à un certain moment, n'a pas accepté l'ingérence sur beaucoup des affaires à l'intérieur de l'Égypte. Oui, mais l'Égypte refuse toute ingérence dans les affaires intérieures, non seulement de l'Égypte, mais de chaque pays frère aussi. Bien sûr. C'est une politique catégorique. Oui. Et ça a été très mal interprété par certains pays européens à certains moments, lorsqu'ils ont jugé que c'était influençable en Égypte. Non. Le partenariat ne veut pas dire aussi on a besoin d'échanges économiques, ne veut pas dire qu'on va accepter à franchir d'autres lignes qui sont des tabous, qui sont la souveraineté d'un pays. Oui. Alors, je crois que la visite de Donald Tusk, maintenant, elle entre dans la théorie que maintenant il y a un respect de la souveraineté du peuple égyptien, un respect du leadership égyptien qui a mis les points sur les i. C'est-à-dire on a montré que on est ouvert à toute coopération. Le président Sissi, c'est lui qui s'est déplacé à Berlin, à Paris, à Londres. Justement, et il y avait des hostilités là-bas, médiatiques aussi, mais il a pu surmonter tout cela et présenter la situation en Égypte d'une façon qui était recevable de leur part. Et là, maintenant, on est en train de récolter cette politique. Voilà. D'accord. On va s'arrêter quelques instants pour revenir à l'histoire de l'Égypte avec l'Union européenne depuis 1966. Nous avons en ligne avec nous Dr Mahmoud Sabet, historien. Dr Mahmoud, bonsoir. Bonsoir. Docteur Mahmoud, j'ai choisi aujourd'hui de parler de ce partenariat entre l'Union européenne et entre l'Égypte. Et comme je l'avais présenté, une relation qui monte à 1966, mais un partenariat plutôt entré en vigueur ou un traité d'association, comme on l'appelle, au sein de l'Union européenne depuis 2004. Comment vous évaluez aujourd'hui le partenariat, cette priorité de partenariat entre l'Union européenne et entre l'Égypte, et surtout après les différentes visites du président Abdel Fattah al-Sisi depuis 2014 et aussi après ces 3 récentes visites du président du Conseil européen, du président du Sénat de l'Italie, qu'il ne s'agit pas d'une première visite de sa part, et aussi du conseiller de la présidence autrichienne. Oui, c'est un vrai ce sont des vrais partenaires à l'Égypte aujourd'hui. Peut-être même un peu alliés, mais certains des alliés sur le front contre le terrorisme, contre l'immigration illégale, contre plusieurs choses, alors que l'Égypte compte beaucoup dans les conseils européens aujourd'hui.
qui est bien sûr une grande différence entre le passé. Dans le passé était beaucoup plus, c'était différent et vraiment une autre époque. Vous avez mentionné l'année 1966, oui, c'est l'année juste avant 67 et le débâcle de 67, et bien sûr les manques de démarches politiques que les Européens ont fait à cette époque. Même que Charles de Gaulle coupait ses relations avec Israël, c'était le seul vraiment, pour son agression à cette époque. En tous les cas, aujourd'hui, c'est complètement différent et c'est une vraie alliance de partenaires, je peux dire. Oui. Docteur Mahmoud, comment vous avez perçu la visite du président de l'Italie et également, il ne s'agit pas d'une première visite de sa part, mais aussi une troisième de sa part, et comme avec toute transparence que l'Égypte a tenu à démontrer, ils ont parlé de l'affaire de Regini ici et la délicatesse de cette affaire pour l'Italie, pour les opinions publiques et la promesse qui a été faite, une promesse avec fermeté à l'égard de ce sujet, ou à cet égard plutôt pour l'Italie. Cette visite qui a été surtout marquée dans la presse, qui a marqué la presse aussi bien nationale que régionale, une diversification de cette visite d'un responsable italien à l'Égypte. Oui, les liens entre l'Égypte et l'Italie sont très anciens et très solides, dans le sens que même chaque fois qu'il y a une nouvelle cabinet, un nouveau ministre des Affaires étrangères italien, en dehors de l'Union européenne, un des premiers pays qui visitent, c'est l'Égypte. Alors oui, c'est bien sûr que c'est très important pour les deux parties de mettre ces complications, cette situation vraiment qui a été insolue jusqu'à maintenant, oui, que ça vraiment doit être adressé proprement par les deux parties. Oui. Et une dernière question, Dr Mahmoud, comment vous voyez l'importance de l'Égypte pour l'Union européenne dans le thème ou dans le cadre de la crise de la migration illicite ou la migration clandestine à travers ce qui se passe et pour les pays de la Méditerranée? Très important parce que l'Égypte, actuellement, l'Égypte est une porte, une des portes pour la migration de l'Afrique sous-saharienne, dans le sens que jusqu'à maintenant il y a eu beaucoup d'immigrés qui se sont allés en Europe, qui sont venus plutôt par la Libye, plutôt par Nord-Afrique. Ils ont essayé avec l'Égypte. Mais ce n'est pas vraiment le cas, c'est beaucoup plus contrôlé ici, dans le sens que c'est pas un pays en chaos d'instabilité. Alors oui, c'est très important, bien sûr, pour l'Union européenne d'avoir des très bons liens et que l'Égypte est un partenaire là-dessus. Oui, d'accord. Merci infiniment, Dr Mahmoud Saebet, vous êtes historien, merci pour votre intervention avec nous. Donc, Dr Cherif, on s'était arrêté jusqu'à la visite du président du Conseil européen, Donald Tusk. Les principaux sujets qui ont été évoqués avec le président Abdel Fattah al-Sisi, comme je l'ai cité, il s'agitait de cette migration. Le président al-Sisi, lors de son entretien, il a réitéré en fait le respect de l'Égypte à tous les réfugiés et comment ils sont traités surtout sur le territoire égyptien et sur le sol égyptien. Une des déclarations est farouchement saluée par Donald Tusk lui-même. Donc je reviens à la même question. Depuis 2016, aucun cas de réfugiés ni de migration illicite n'a été signalé sur le territoire égyptien. Comment vous analysez ça? Parce que l'Égypte a pris l'engagement à lutter contre l'immigration clandestine et on a tenu à notre parole. Et ça, c'est l'État central qui est fort, qui montre qu'il est un État capable de faire face à tous ces dangers. Parce que l'immigration clandestine, on sait très bien, ce n'est pas uniquement la question de réfugiés. Il y a aussi le terrorisme qui est dedans, il y a aussi les réseaux d'esclavage, esclavagistes, oui, oui. Il y a tout ce qui est dedans, le drogue. Alors, l'Égypte était la pierre angulaire dans cette politique. Et le mot-clé dans cette histoire, c'est la Libye.
Oui. Parce que je crois que l'Union européenne, qui a déclenché la guerre en Libye, n'a pas vraiment pu lire la situation en Libye après. Et ce que l'Égypte a pu faire et a pu expliquer. Donald Tusk a surtout parlé de l'importance de l'Égypte pour la stabilité des pays de la Méditerranée et aussi pour la région. Oui, mais c'est la question libyenne. L'Égypte a dit à plusieurs reprises qu'il faut une solution stable là-bas, sinon ça sera le chaos dans la Méditerranée. Et ça sera aussi une cause principale d'autres problèmes de sécurité pour l'Europe. Ce n'est pas uniquement pour l'Égypte, ça sera pour nous tous dans le bassin de Méditerranée. Donc je crois que l'Égypte était claire dans cette situation. Elle a lutté contre l'immigration clandestine sur son territoire. Elle a pu renforcer aussi l'armée libyenne légitime, qui est l'armée du général Khalifa Haftar, qui a pu combattre les réseaux terroristes de Daesh là-bas et qui a pu rétablir la paix et la sécurité dans certaines zones, pas totalement, mais il travaille sur cette question. Et je crois que l'Égypte a pu prouver à l'Europe qu'elle avait une vision. Le président Abdel Fattah el-Sisi l'avait dit que la question du terrorisme ne concerne pas uniquement l'Égypte, elle concerne le monde entier et surtout l'Europe. Et c'est une politique de voisinage. Regardez la position de l'Égypte et la position de la Turquie, qui est soi-disant un partenaire de l'Europe. Comment il y a un chantage, comment il y a du terrorisme qui s'infiltre en Europe. Il y a tout ce qui se passe là-bas entre Erdogan et l'Union européenne de chantage économique tout le temps, tandis que nous, on a prouvé qu'on était correct avec tout le monde. On a affiché cette volonté de... On l'a concrétisé en plus. Concrétisé. Oui, c'était concrétisé, c'était clair pour l'Union européenne, la différence entre les deux présidents. Un qui œuvre pour juste faire du chantage, et l'autre, qui est notre président Abdel Fattah el-Sisi, qui montre qu'on a une volonté de coopération, de partenariat sur tous les niveaux. Regardez par exemple les manœuvres dans la Méditerranée. Elles ne concernent pas aussi seulement les réseaux du gaz, elles concernent aussi la lutte contre l'immigration clandestine et les terroristes qui peuvent s'infiltrer. C'est-à-dire, pourquoi l'Italie s'intéresse à l'Égypte dans cette question? Parce que l'Italie, elle est la plus proche. Et elles savent que la seule force navale capable à mettre un barrage vraiment solide contre ce fléau, c'est l'Égypte. Donc, les pays européens, ils comprennent maintenant que l'Égypte, elle est capable de travailler sur plusieurs axes, sur plusieurs dossiers. Et on ne pratique jamais le chantage. Comme c'était aussi la position du président Sisi depuis 2013. Ce qu'il a dit en 2014, lorsqu'il est devenu président, parce qu'il était démocratiquement élu, et c'est ça aussi, c'est très important, parce qu'on a prouvé notre vision à l'Europe que le peuple égyptien avait le droit à dire son mot, et par le bulletin de vote, et il a fait son choix, et maintenant il respecte ce choix. Alors, mais on a lutté pour ça. Je crois qu'il leur a dit que comme on n'accepte pas qu'il y aura d'ingérence sur notre politique intérieure, on va jamais provoquer des problèmes ailleurs. C'est-à-dire, on aurait pu, je donne l'exemple, on aurait pu faire comme Erdogan et faire un chantage par la carte libyenne, mais on ne le fait pas. Parce qu'on honore le mot qu'on a donné à nos partenaires européens. On est focalisé sur le point de partenariat économique. Et notre politique, elle est basée sur la non-ingérence dans les affaires internes des autres pays et surtout le respect de la volonté des peuples. Voilà, respect du voisinage même. On n'est pas uniquement des partenaires et on a une vision. C'est bien que si on va laisser passer des terroristes ou des migrations clandestines, ça va tourner à la fin contre nous, ça va être nuisible. Donc ce n'est pas une politique logique. Et maintenant, depuis 2014 jusqu'à 2018, regardez la situation de l'Égypte et la situation de la Turquie, les deux pays. On ne compare pas la situation de l'Égypte à n'importe quel pays, mais on parle surtout de l'importance de l'Égypte et de la stabilité qu'elle offre
aux autres pays. Je vais parler de la politique européenne de voisinage. Cette politique européenne, il a été demandé par, je me rappelle, c'était M. Piquet, qu'elle soit concrétisée. Cette politique européenne de voisinage que l'Union européenne a donc finalement... elle s'est aperçue que cette politique est tellement importante pour la stabilité des pays de la Méditerranée, et pas seulement pour les pays de la région. Si on parle d'une politique européenne, et bien sûr son importance aussi pour les pays de la Méditerranée, surtout l'Égypte et les autres pays voisins et frères de nous. La politique européenne de voisinage, que lui manque-t-il, Dr Cherif, à votre avis? D'abord, rapidement, pour revenir, la comparaison sur la Turquie, c'est juste parce qu'à un certain moment, pendant les événements du printemps arabe, la Turquie a transmis une très mauvaise image de l'Égypte. Donc, on a dû prouver avec une volonté claire qu'on avait le droit de prendre notre propre décision dans notre pays. Le politique de voisinage, c'est une excellente remarque de votre part. Parce que tout simplement, je comprends votre regard sur ce point. Il manque beaucoup de choses chez les Européens dans ça. Tout d'abord, la première, c'est qu'il faut avoir une volonté assez indépendante de Washington pour les Européens dans la prise de décision. Et je crois qu'il y a des pays comme l'Italie maintenant, la Hongrie, la Pologne. Il y a des pays qui ont commencé à prendre ces démarches, à montrer qu'ils sont prêts à travailler sur leurs propres intérêts nationaux aussi, dans la sphère de l'Union européenne, avec d'autres partenaires. D'ailleurs, il y a d'excellentes relations entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le président hongrois Viktor Orban. Et on a aussi d'excellentes relations, malgré ce qui s'est passé avec l'histoire de l'étudiant italien. Mais on a quand même des relations excellentes avec les Italiens. Oui. Une volonté de la part des deux, de l'Italie aussi bien que de l'Égypte, de renforcer ces liens historiques. Ces liens historiques et liens économiques aussi. Parce que, comme je viens de dire ça, en fait, l'indépendance de Washington, ça se voit petit à petit. Et je vois que les Américains, ils ne sont pas très contents de ça. Si vous voulez préciser une indépendance surtout économique? Une indépendance économique, ça c'est d'une part. Regardez l'affaire de accord nucléaire avec l'Iran. Les Européens sont forcés maintenant de reculer, d'arrêter leurs entreprises de travailler là-bas. Total, Renault, qui ont travaillé déjà en Iran. Maintenant, ils ont un problème parce que les Américains l'ont décidé. Et les Européens n'ont pas vraiment eu la possibilité de dire autrement. Je crois que Donald Tusk, il commence maintenant à travailler sur ce dossier, à trouver d'autres partenaires. Et dans la région, et les Européens commencent à savoir, et le président Emmanuel Macron lui avait dit, on ne peut pas continuer dans cette politique de dépendance avec les Américains. Alors je crois que oui, il y a une volonté d'indépendance économique. L'indépendance alors politique ou militaire dans le sphère de l'OTAN actuellement, c'est faisable trop, surtout avec qu'il y a une phobie envers la Russie, donc il y a un bloc. Donc la relation avec l'Égypte, elle est maintenant une carte assez justifiée. C'est-à-dire on a des bonnes relations avec Washington, nous. Alors, donc il n'y a pas un problème pour les Européens de travailler avec nous. D'accord. On va s'arrêter quelques instants, Dr Cherif, puisqu'on parle accords ou on parle plutôt de relations Égypte-Italie. On parle aussi en matière d'énergie, on parle d'un renforcement de relations. En général, mais je m'arrête surtout pour parler des dernières déclarations du président Al-Sisi concernant le champ gazier d'Al-Zohri qui a été découvert même par cette compagnie italienne d'ENI. Une des dernières déclarations du président qui a demandé à parachever les projets de raffinage, notamment respecter le calendrier fixé pour le développement du champ gazier de Zohr et l'importance de l'adoption de méthodes scientifiques modernes dans le développement de ce secteur pétrolier. Je vous laisse avec les détails de IHL qui nous a préparé ce compte rendu et notre collègue Yara Choucha dont le récit lui appartient.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives de parachever sans retard les projets de raffinage pour réduire l'écart entre l'importation et l'exportation et fournir des produits pétroliers. Le chef de l'État a souligné l'importance de l'adoption des méthodes scientifiques modernes dans le développement du secteur pétrolier. Il a tenu ses propos lors d'une réunion tenue avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre du Pétrole et de la Richesse minière, Molla. Al-Sisi a jugé impératif de respecter le calendrier fixé pour le développement du champ gazier Zohr. Il a aussi demandé au ministère du Pétrole de faire disparaître toute obstacle entravant le développement du champ. Al-Molla a passé en revue au cours de la réunion les développements de la production dans le champ pétrolier Zohr, a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a signé la loi numéro 181 de 2018 portant sur la protection des consommateurs après son approbation par la Chambre des députés. La loi stipule que les tribunaux économiques sont compétents pour statuer sur les litiges civils et commerciaux, tandis que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les litiges administratifs. Merci donc à nos collègues. Et je reprends avec Dr Cherif, puisqu'on parlait de cette relation entre l'Égypte et l'Italie à la lumière de la visite du président du Conseil, président de l'Assemblée des peuples de l'Italie, qui était en Égypte. Et je reviens toujours à cette relation de l'Union européenne avec l'Égypte. L'UE, qui est un partenaire commercial de l'Égypte, qui est de grande importance aussi à la lumière des liens diversifiés et ramifiés qui lient l'Égypte et l'Union européenne, et surtout les défis communs auxquels font face les deux pays rives de la Méditerranée. Je m'arrête donc, on a parlé de la visite de Donald Tusk, de la visite du président du Sénat italien ou de l'Assemblée des peuples qu'on appelle en Italie Sénat de l'Italie. Il ne s'agit pas de sa première visite et relation entre l'Égypte et entre l'Italie spécifiquement, puisqu'on parle de cette visite, Dr Cherif, des relations très historiques, très anciennes, passées, comme vous l'avez dit, par des petites tensions concernant l'affaire d'origine. Mais aujourd'hui, comment vous voyez la compagnie italienne d'Eni, par exemple, s'investir dans ce pays qui est très prometteur en matière d'énergie et qui pourrait placer aussi l'Italie aussi bien que l'Égypte sur la carte de l'énergie mondiale? D'accord. Pour comprendre les démarches de l'Italie elle-même, il faut comprendre la situation de l'Italie au sein de l'Union européenne. L'Italie, elle est comme beaucoup de pays maintenant, surtout après le Brexit qui a eu lieu, commence à chercher leur intérêt économique. Si jamais il y aura un effondrement de l'Union européenne, c'est une possibilité. Chez nous, les chercheurs, on met toutes les possibilités sur la table, les étudier. Alors la compagnie Eni, c'est une arme économique très influente pour l'Italie. Oui. Et l'Égypte, c'est la terre fertile pour cette compagnie. L'Égypte, c'est le partenaire exemplaire dans cette région maintenant, et c'était vraiment très bien ciblé par les Italiens, parce que l'Égypte, d'abord, c'est le seul pays qui est encore debout dans cette région, la citadelle qui est encore là. Deuxièmement, c'est le pays qui commence à avoir des démarches économiques vraiment sérieuses qui veulent faire l'exploitation du gaz et du pétrole. Et troisièmement, c'est un pays qui a une armée et une force navale super dans la Méditerranée, capable de protéger les intérêts des pays occidentaux s'ils vont venir investir. Parce que qui va investir dans un pays qui ne peut pas se défendre? Alors que nous, on a ces trois critères essentiels. Alors, c'est très bien calculé par les Italiens. Je crois que nous, les Égyptiens, on a des affinités, bien sûr, avec les Italiens, comme on a avec les Français surtout, parce qu'il y avait beaucoup en Alexandrie. On a une histoire culturelle entre les deux peuples. Donc, il y a aussi cette volonté de travailler ensemble. Et je crois que... pourquoi le président du Sénat? Parce qu'il y avait beaucoup de députés italiens à un certain moment qui ont haussé la voix un petit peu contre l'Égypte à l'époque de l'histoire de Regini. Je crois que le Sénat, qui joue un rôle très important dans la vie politique italienne, je crois que c'est important pour eux de comprendre la vision de l'Égypte, de la transmettre aux députés italiens, de faire cette collaboration, les visites communes entre les députés des deux pays, des homologues. Et donc la relation maintenant pour l'Italie
avec l'Égypte sur l'exploitation du gaz, c'est une mine très importante pour les Italiens. On va s'arrêter donc. Docteur Cherif, vous venez juste de mentionner la visite du président de la Chambre des députés de l'Italie, Roberto Fico, qui était en Égypte et qui a rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi en présence du Dr Ali Abdelal, qui est le président du Sénat en Égypte, président du Parlement égyptien, Dr Ali Abdelal. Je vous laisse avec les détails de ce compte rendu avec nos collègues toujours, Ayachel et Yorachouch, et on revient de suite pour continuer ce partenariat stratégique entre l'Égypte et entre l'Union européenne avec Dr Cherif. La visite actuelle du président de la Chambre des députés d'Italie, Roberto Fico, est la 4e visite de haut niveau de l'Italie pour le Caire en moins de 2 mois. Il a notamment été reçu par le président Abdel Fattah al-Sisi. Le chef de l'État a salué la bienvenue de Fico, soulignant le souci de l'Égypte de renforcer la coopération avec l'Italie dans les divers domaines, de manière à refléter les relations et les liens historiques entre les deux peuples égyptiens et italiens, et en exprimant son espoir de renforcer les relations parlementaires et les échanges de visites entre les responsables des deux côtés. Le président de la Chambre des députés d'Italie a pour sa part exprimé sa fierté de visiter l'Égypte, mettant en relief les relations historiques entre son pays et l'Égypte, soulignant le développement de la coopération entre les deux pays lors de la période récente, notamment dans le domaine économique et commercial, tout en exprimant son souhait d'augmenter la coopération conjointe dans le domaine parlementaire, ce qui contribue au renforcement des relations bilatérales vers de nouveaux horizons. L'entretien entre le chef de l'État et Roberto Fico a abordé la question de l'étudiant italien Regini. Al-Sisi a souligné le souci de l'Égypte de parvenir à la vérité et que les autorités égyptiennes s'engageaient à faire preuve de transparence avec le côté italien et la coopération entre les parquets généraux des deux côtés afin de parvenir aux auteurs du crime et les présenter à la justice. Fico a exprimé la gratitude de son pays aux déclarations du président Al-Sisi, soulignant ses impacts positifs sur l'opinion publique italienne. D'autres dossiers d'intérêt commun ont été abordés lors de l'entretien, tels que l'immigration clandestine, la crise en Libye et en Syrie et la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Je reviens donc avec notre invité, Dr Cherif Amir. Dr Cherif, vous avez mentionné tout à l'heure que l'UE se tournait aujourd'hui pour diversifier, pour approfondir ses relations avec les pays de la Méditerranée dans le cadre de cette politique européenne de voisinage. Aujourd'hui aussi, une des visites qui s'est traduite en Égypte, c'est la visite du conseiller pour la présidence autrichienne, l'Autriche, qui préside actuellement l'Union européenne. Je vous laisse donc continuer ce que vous avez juste débuté en tant que cette importance accordée à l'Égypte pour approfondir, pour que l'Union européenne approfondisse ses relations économiques avec de nouveaux partenaires dans le cadre de la PEV, la politique européenne de voisinage. N'oublions pas une chose qu'on n'a pas mentionnée peut-être aux spectateurs, qu'actuellement en Égypte se déroulent les manœuvres militaires Bright Star, qui pour la première fois maintenant, ce n'est pas uniquement l'Égypte et les États-Unis, mais la France, l'Italie, la Grèce. On a 3 pays européens très importants qui sont présents. Alors ça montre que l'Égypte maintenant est un pays pilier même dans le partenariat de sécurité et militaire dans la région. Et je crois que maintenant, le flux de visites européens en Égypte, c'est un signe qu'il y a une volonté maintenant à redresser la carte du Moyen-Orient de nouveau avec les partenaires potentiels. C'est-à-dire, je crois que les Européens, ils ont pris la leçon de leur désaccord avec les Américains sur la question iranienne. Et maintenant, ils veulent travailler ensemble, et aussi la question turque qui est maintenant un chaos pour eux. Alors, ils veulent travailler avec un partenaire qui réunit les pays occidentaux ensemble sur un désaccord. Et je crois que c'est l'Égypte. Qui dit l'Égypte dit aussi une collaboration contre le terrorisme, parce que c'est un pays qui a prouvé sa force dans le combat contre les terroristes partout, dans la Méditerranée, sur les frontières avec la Libye et au Sinaï.
et aussi au sud avec l'infiltration du Soudan et la mer Rouge. Oui. Alors je crois que c'est un pays qui a montré que c'est un pilier de défense. Ça, c'est d'une part. Deuxième part, lorsque les pays présidents de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Autriche, décident à prendre cette étape de, de faire une visite pour l'Égypte, c'est-à-dire qu'il y a un agenda de priorité chez les Européens. Ils commencent maintenant à travailler étape par étape. D'abord les relations commerciales avec Donald Tusk, d'abord les relations politiques avec le président du Sénat italien, et maintenant avec le président de l'Union européenne, le pays président, c'est-à-dire que c'est un pays qui commence, parce que l'Autriche, être un président de l'Union européenne, ça va présenter après un compte rendu aux pays européens, et ils vont dire on a contribué dans l'Union avec tel. Alors il va dire on a travaillé avec l'Égypte, on a signé des accords, voilà ce qu'on a apporté pour l'Europe. C'est un mandataire qui travaille pour l'Union européenne. Et vous pensez que c'est toujours à cause du Brexit, de ce qui se passe, et de la sortie, par exemple, de la Grande-Bretagne de cette Union européenne? Bien sûr, c'est crucial maintenant pour les Européens à ne pas tomber dans ces deux pièges. L'accord iranien qui est parti dans l'air et le Brexit. Ça a montré les points faibles de l'Union européenne. Et maintenant, ils veulent récupérer, ils veulent combler ces lacunes le plus vite possible, parce que si jamais les Européens commencent à s'affaiblir économiquement, cela veut dire que maintenant l'Union européenne sera à 2 pas de l'effondrement après la sortie de la Grande-Bretagne. Oui. Et je crois que les Européens... En tout cas, cette sortie n'a toujours pas été décidée puisque les négociations sont toujours en cours et il devrait se réunir les 28 pays ce soir à Salzbourg. Exactement. Avec des résultats jeudi, mais toujours avec les mêmes déclarations de la part de la Grande-Bretagne, aussi bien que les autres pays européens, et très soucieux aussi de la position de l'Irlande du Nord. Ouais. En tout cas, j'ai pas envie un peu de m'éloigner de l'importance de ce partenariat Égypte-Union européenne. On s'arrête quelques instants avec nos chers téléspectateurs pour suivre ce dernier compte rendu concernant les entretiens du président Abdel Fattah al-Sisi avec le président du Conseil européen, Donald Tusk, en présence aussi du conseiller de la présidence autrichienne qui était en Égypte. UE Égypte dans ce compte rendu de AHL et Yara Choucha. Lors de son entretien avec le président du Conseil européen Donald Tusk et le chancelier fédéral d'Autriche Sebastian Kurz, le chef de l'État a abordé les gros efforts déployés par l'Égypte pour faire face à ce problème et le freiner et contrôler les frontières maritimes et terrestres. Ces efforts ont contribué à contrer le départ des réfugiés via la Méditerranée en général, a signalé M. Al-Sisi, ajoutant qu'aucun cas d'immigration clandestine depuis l'Égypte n'a été enregistré depuis 2016. L'Égypte assume des fardeaux pour réaliser cet objectif et accueille des millions de réfugiés de différentes nationalités sur son sol, poursuit-il, notant que ces réfugiés jouissent de conditions de vie décentes sans être placés dans des camps ou des centres d'accueil. Le président a affirmé qu'il fallait traiter les causes de l'immigration clandestine en trouvant des solutions politiques aux crises que connaissent les pays de la région et d'y rétablir la stabilité et la sécurité. Le président du Conseil européen et le chancelier fédéral d'Autriche ont loué les efforts de l'Égypte en matière de lutte contre l'immigration clandestine, affirmant que ces efforts sont profondément appréciés dans les différentes capitales et institutions européennes. D'autres dossiers, comme les crises libyennes et syriennes, ont été abordés lors de cette rencontre. Les visions et les points de vue concordent sur le fait de continuer à œuvrer pour parvenir à des règlements politiques des crises que connaît la région et qui aboutissent principalement à la propagation du phénomène d'immigration clandestine. Tusk et Kurz ont affirmé que l'Union européenne et l'Autriche entraînaient des relations historiques privilégiées avec l'Égypte, soulignant le rôle clé de l'Égypte au Moyen-Orient. Docteur Cherif, donc on revient avec une des dernières questions. Je reprends pourquoi l'Union européenne s'est aussi tournée vers l'instrument de voisinage. Que veut dire l'Union européenne par
instrument de voisinage? Que l'Union européenne a commencé à se rendre compte que l'Europe, c'est aussi au-delà des frontières de l'Europe. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas construire un mur autour d'eux et renfermer ce vieux continent seulement comme ça. Ils doivent collaborer avec les autres pays. Ils ont vécu des moments très difficiles avec la question libyenne. Ils ont compris qu'ils ont besoin d'un partenaire comme l'Égypte qui peuvent les aider à contrôler ce chaos qui a eu lieu après ce qu'ils ont fait en Libye. Ils ont compris que la politique en Syrie, c'est un fiasco pour eux. Alors, ils ont Comment compris... l'Égypte pourrait-elle aider en ce sens, Dr Cherif? Quand on parle d'entretien du président Abdel Fattah al-Sisi avec Donald Tusk, ils ont parlé aussi de cette crise syrienne. Oui. Comment l'Égypte peut-elle aider à cet égard dans le cadre de cette coopération Égypte-Union européenne? Deux choses. La première, c'est la vision de l'Égypte. Parce qu'on a présenté une vision stratégique dès le départ. On a dit il faut une solution politique. Et le plus important, on ne va jamais accepter la division du territoire syrien. On ne va pas accepter que la Syrie arrive au sort de l'Irak, par exemple. Une décomposition de l'État géographiquement, ça sera une catastrophe pour toute la région. Et la volonté surtout du peuple syrien, du respect de la volonté du peuple syrien. Bien sûr. Et il y a une armée régulière qui combat le terrorisme aussi. Alors il faut prendre en compte de tout ça. La deuxième chose, c'est qu'on est prêt, et on a la possibilité de le faire, d'accueillir ici les différentes factions syriennes qui sont dans la marche de dans la diplomatie et la paix, qui n'ont pas tenu des armes, qui n'ont pas été financés par d'autres partis, d'autres pays qui financent le terrorisme. Mais non, on est dans le cadre des pays, dans les factions qui veulent travailler pour le bien de la Syrie. On est capable de le faire. On a accueilli déjà des réunions ici. Je crois qu'on est les bons médiateurs dans ce cas, parce que je crois que les Syriens, et à Damas, le régime du président Assad, ils savent que l'Égypte a eu une position modérée dans cette histoire. On a demandé que la volonté du peuple syrien soit entendue, mais en même temps, on a demandé que la souveraineté de l'État syrien soit respectée. Totalement. Alors, on a les deux choix. Lorsque les Européens travaillent avec un partenaire, ils ne cherchent pas seulement un seul axe, ils trouvent s'il y a plusieurs. Différents axes. Donc, on a la possibilité de donner une lecture assez modérée, une lecture assez raisonnable concrète de la situation, et aussi partager et contribuer dans la négociation future de l'avenir de la Syrie. D'accord. En tout cas, je vous remercie infiniment, Dr Cherif Amir. On a profondément parlé en fait de cette partenariat, priorité de partenariat entre l'Égypte et entre l'Union européenne, l'importance de l'Égypte à ce stade pour l'Union européenne aussi bien que pour la région et les pays de la Méditerranée, nos pays voisins et frères. Merci beaucoup, Dr Cherif. Merci beaucoup. Et on remercie infiniment aussi Dr Mahmoud Sebet, historien qui était en intervention avec nous pour parler de ces relations qui datent depuis 1966. Merci à toute l'équipe de ce soir. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de Direct. Passez une très bonne fin de soirée et au revoir.